Pour ce nouveau numéro de Sous les cocardes, nous vous emmenons en pleine forêt landaise, au centre d'expertise aérienne militaire de Mont-de-Marsan. C'est ici que l'on expérimente tous les équipements de l'armée de l'air, des avions bien sûr, mais aussi tout type de matériel embarqué en vol. Autour des équipes spécialisées qu'on appelle des équipes de marque, on trouve des ingénieurs, des scientifiques et même des médecins qui vont ensemble établir des procédures d'emploi ou améliorer celles qui existent déjà. Depuis 2 ans, l'équipe de marque du CEAM expérimente à Orléans l'A400M Atlas. C'est ici qu'est basée la flotte du nouvel avion de transport tactique qui équipe l'armée de l'air. Les équipages le soumettent à une batterie de tests pour établir les procédures futures. Pour en parler avec nous, le général Reboul qui commande le CEAM. Bonjour Général. Bonjour. Afin de planter le décor de cette nouvelle émission, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots les principales missions du CEAM? C'est ce qu'on appelle un Air Warfare Center, donc en français, un centre de guerre aérienne. Pourquoi est-ce que je le dis en anglais? C'est parce que partout dans le monde occidental en tout cas, on sait ce qu'est un Air Warfare Center. Alors je vous l'explique très brièvement. Sa mission, son obsession, je dirais, c'est de fournir des capacités militaires aux forces de première ligne. Nos forces spéciales, nos équipages de combat, nos équipages d'avions de transport tactique. Mais les forces de première ligne, ce sont les gens qui se battent et pour ça, ils ont besoin de matériel éprouvé, on s'en occupe, de la conception jusqu'à l'expérimentation avant la livraison aux forces. On a besoin de doctrine, c'est-à-dire de mode d'emploi de ces appareils à la bataille. Et on a besoin également d'expertise tactique, c'est-à-dire de savoir-faire qui sont propres aux équipages ou aux combattants, au sol, derrière un système solaire, enfin toutes les missions que sait faire l'armée de l'air. Vous pouvez peut-être nous donner un exemple comme ça, concret? L'A400 aujourd'hui est un appareil tout jeune, donc qu'il faut découvrir et à qui il faut donner l'expérience du terrain. Avant d'aller en opération, nous on essaye de le mettre en opération dans un théâtre simulé mais le plus complet possible. Alors nos expérimentateurs de l'équipe de marque avion de transport tactique vont confronter l'appareil à un certain nombre de situations, par exemple posé sous forte pente ou avec des arrivées décalées, ce qui ne se fait pas du tout dans le civil. Nous, en bas, on va essayer de leur tirer dessus, je vais dire, avec des systèmes simulés. Et quand la meilleure manœuvre sera connue, alors on l'écrit et on la donne aux forces pour qu'ils pratiquent cette manœuvre-là. Le cœur du CEAM bat à Mont-de-Marsan, mais il rayonne aussi un peu sur toute la France. Comment ça s'organise? L'armée de l'air, elle travaille tout ensemble, elle ne travaille pas par morceaux. Donc on essaye de concentrer au CEAM toute l'armée de l'air, puisqu'on a tous les métiers de l'armée de l'air à Mont-de-Marsan, pour qu'ils travaillent ensemble. Mais par mesure d'économie, parce qu'on ne peut pas avoir de telles machines parties en France, on a déplacé nos équipes de marque. Ça concerne les AWACS, ça concerne les A400M, ça concerne les ravitailleurs notamment. Voilà. Eh bien, merci Général pour votre éclairage. Avec plaisir. Je vous propose maintenant de découvrir comment se déroule une expérimentation avec l'équipe de marque de l'A400M Atlas et les experts du facteur humain de Mont-de-Marsan. Regardez. On essaiera autant que faire se peut d'assurer le transport de fret au profit des... Derniers instants de briefing pour l'équipe de marque A400M qui s'apprête à s'envoler aux commandes du tout nouvel avion de transport tactique de l'armée de l'air. Depuis 2 ans et la livraison du premier Atlas, c'est cette équipe qui teste l'appareil sous toutes les coutures. Sa mission est de conduire des expérimentations en vol et au sol et de définir les procédures qui seront à terme appliquées par tous les équipages. L'appareil est neuf, il faut donc établir une sorte de manuel d'utilisation. Et dans l'équipe, on trouve des pilotes chevronnés aux spécialités très différentes. Nous avons des pilotes d'essai, mais nous avons également des pilotes issus de la gamme Airbus logistique, je dirais la 340, des pilotes de Transal, des pilotes d'Hercule et également des pilotes de CASA. Et on a également voulu un pilote de chasse avec sa connaissance des avions modernes pour permettre de transférer cette connaissance sur la 400M. Parmi les expérimentations capitales, il y a celle qui consiste à déterminer le rôle précis de chaque pilote dans toutes les phases du vol. Qui va faire quoi et surtout à quel moment? Des questions importantes, d'autant qu'il faut réinventer les façons de faire. Donc transposer ce qu'on faisait sur Transal hier à ce qu'on fera sur A400 demain, c'est pas possible. À savoir que sur nos avions précédents, nos avions tactiques actuels, l'équipage dans le cockpit, c'est 4 personnes. Donc c'est 4 paires d'oreilles, c'est 4 paires d'yeux. Et on se retrouve aujourd'hui à devoir gérer des situations aussi complexes, mais uniquement à 2. Donc l'avion nous aide, évidemment. Les systèmes qui viendront après nous aideront également. Mais ça va impliquer une répartition des rôles probablement assez différente de ce qu'on avait l'habitude de faire jusqu'à présent. Pour déterminer quelle est la meilleure répartition de cette charge de travail, l'équipe a monté un vol spécial. Le scénario est simple.
l'A400M doit pénétrer dans une zone hostile. Son but, se poser rapidement et redécoller dans la foulée. Pour le défendre, 2 rafales. En face, 2 autres avions jouent les agresseurs. Dans le cockpit, l'attention des pilotes est mobilisée à son maximum. Il faut avoir les yeux partout, surveiller les paramètres de vol, les positions amies et ennemies, tout en gérant le flux des communications radio. Ça nécessite de bien comprendre et de bien connaître la situation tactique en temps réel. Et donc c'est une situation qui évolue toutes les secondes, avec des mises à jour qui viennent des annonces soit de la WACS, soit de nos chasseurs qui sont en protection autour de nous. Et donc ça demande beaucoup de ressources aux pilotes. L'objectif de ce vol-là était de plonger l'A400M dans un environnement rempli de menaces, de telle sorte que les pilotes atteignent un seuil de saturation et que nous analysions la manière dont était répartie la charge de travail ou les tâches au sein de l'équipage, de telle sorte qu'on puisse les améliorer à la lumière de nos résultats. Et pour analyser ce vol, le département facteur humain entre en jeu. Le lieutenant-colonel Garay est lui-même pilote de chasse, mais aussi ergonome. Et pour la première fois, il a eu recours à un matériel d'analyse nouveau. Alors l'outil que l'on a utilisé pour cette mission, c'est l'Eye Tracker. Voilà l'Eye Tracker, c'est simple, c'est une paire de lunettes, sauf que ce n'est pas une lunette. Il n'y a pas de verre, et c'est un outil donc, qui nous permet de mesurer de manière objective ce que regarde le pilote. Il est basé sur plusieurs caméras, une première caméra placée à l'avant qui filme la scène dans laquelle est plongé le pilote, et ensuite des petites caméras qui émettent un signal infrarouge et qui mesurent où se pose le regard du pilote. En vol, le tracé du regard en cabine est enregistré seconde par seconde. Des capteurs mesurent aussi la dilatation de la pupille, ce qui apporte des informations sur le niveau de stress du pilote. Voilà, donc là on est à bord de l'A400. Vous avez les 2 pilotes qui s'installent, qui portent chacun d'eux une paire de lunettes, Eye Tracker. Vous avez le pilote en fonction et le pilote dit pilote monitoring. À l'issue de la mission, nous avons le regard du pilote en place gauche et le regard du pilote en place droite. Une autre façon de représenter les positions de regard, la carte de chaleur. Ici, on a une représentation plus rémanente des prises d'information. Vous voyez qu'ici, le pilote en place gauche est plus focalisé sur cet instrument-là et le pilote en place droite est plus focalisé sur cet instrument-là. Donc, avant le vol, une répartition des tâches est établie entre les 2 pilotes. Au cours du vol, l'enregistrement de l'Eye Tracker nous permet de vérifier si effectivement ce qui était prévu a été respecté ou s'il y a un écart, d'essayer de comprendre avec l'équipage pourquoi il y a eu un écart et de comprendre qu'est-ce qui doit être réaménagé dans leur méthode de travail. Ça permet d'amener de l'objectivité dans nos travaux, ça permet d'amener des statistiques, du chiffre, de quantifier l'activité des pilotes, alors qu'aujourd'hui on n'avait pas forcément cette approche dans nos travaux. Avec ces informations, l'équipe de marque décidera ensuite d'établir ou non une nouvelle façon de faire, une nouvelle procédure de répartition des tâches. Autre expérimentation dans des conditions réelles menée par les équipes du CEAM, la mesure de la fatigue. Ça, c'est absolument novateur, c'est de mesurer la fatigue de manière objective pendant des vols réels. Ensuite, le but de mesurer cette fatigue-là, c'est de pouvoir aller au maximum des possibilités, donc au maximum de la performance, mais tout en ayant un niveau maximum de sécurité. L'équipe de marque est donc partie pour un tour du monde. 2 semaines de voyage, 7 pays visités en une dizaine d'étapes, des vols souvent longs avec des temps de récupération courts, de l'ordre de quelques heures seulement. De quoi fatiguer n'importe quel équipage. Car si l'A400M apporte son lot de haute performance à l'armée de l'air, ce sont aussi de nouvelles distances à couvrir, avec des temps de chargement et de déchargement plus longs que les appareils actuels. L'avion est donc plus exigeant. L'objectif de cette expérimentation est de dresser une carte précise des états de fatigue aux commandes de l'avion, afin d'avoir un temps d'avance sur les missions à venir. Je pense notamment à des missions qui sont conduites assez régulièrement, comme tout ce qui est évacuation sanitaire, où là, les personnels sont amenés à faire des amplitudes horaires extrêmement importantes et parfois apprendre justement à déborder sur les temps qui leur sont imposés. Et ça engendre des fatigues que là, on est en mesure de mesurer concrètement sur ces missions-là. Pour estimer cette fatigue, les pilotes répondent pendant les vols à des questionnaires dans lesquels ils évaluent leur état. Ils effectuent également des tests de vigilance électronique, mais le cœur du système de mesure est embarqué sur leur tête. L'IRBA, l'Institut de recherche biomédicale des armées, nous a prêté donc des électroencéphalogrammes portables.
Et en fait, ça va permettre de mesurer de manière incontestable ce qu'on appelle des micro-sommeils. Donc pendant ces vols autour du monde, on a constaté, en termes de résultats, que n'importe quel membre d'équipage pouvait s'endormir malgré lui, sans le ressentir au préalable. On peut faire un micro-sommeil de 3 ou 4 secondes et en fait avoir juste l'impression de cligner des yeux. Et en fait, pendant 5-10 secondes, on n'est plus là. On n'est plus à bord de l'avion, on est dans son sommeil. Donc on a pu mesurer des micro-sommeils. En voici un. Là, en l'occurrence, c'est un micro-sommeil de pilote à poste, puis après, un réveil brutal. C'était assez éprouvant. Il y avait énormément de changements de fuseau horaire et il y avait des étapes qui étaient réduites au maximum. Donc finalement, il y avait très peu de temps sur place. À la fin, on était complètement rincés à la fin de la mission et on est revenu, on était vraiment fatigués. Et s'il est nécessaire pour l'armée de l'air d'éprouver la résistance de ses pilotes à la fatigue, c'est bien parce que l'appareil ne sera pas utilisé comme un avion de ligne, mais bien dans le cadre de missions de combat. Au résultat, l'expérience met clairement en lumière l'impact que représente cette fatigue à bord. On s'est rendu compte, grâce au questionnaire, qu'on a comparé aux électroencéphalogrammes, qu'en fait les résultats étaient divergents, et entre ce qui est déclaré par le pilote et ce qui est mesuré par l'électroencéphalogramme, ce n'est pas la même chose. Et en fait, on se rend compte, et ça c'est excessivement intéressant, et c'est le fond du problème, c'est que la fatigue ne peut pas, parfois, être détectée de manière subjective. Et en fait, les pilotes peuvent être fatigués, bien que ce soit de grands professionnels de l'aéronautique militaire, ils peuvent être fatigués sans le sentir, sans le savoir. Donc le but, c'est de prévenir ça pour anticiper la fatigue et la gérer en amont. Pour réduire ces effets, des mesures de récupération en vol sont testées, avec notamment des siestes dans différentes postures. On peut mesurer, grâce à l'électroencéphalogramme, les capacités de récupération à bord, c'est-à-dire les siestes à bord, pour un pilote qui ne serait pas en fonction et qui dormirait, c'est-à-dire dans le cockpit, il y a des lits derrière qui permettent de dormir pendant le vol. Et on sait que si on va aller au maximum de la capacité de l'avion, il faudra peut-être mettre un troisième pilote, ce qu'on appelle un équipage renforcé, donc un troisième pilote, voire un équipage doublé, c'est-à-dire 4 pilotes en tout, 2 plus 2. Aujourd'hui, l'avion va devoir effectuer des missions tactiques très denses. Vous savez que l'équipage est pour l'instant de 2 pilotes. On a une place pour un troisième homme, mais le but c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on a besoin de ce troisième homme et quelle est la charge de travail des 2 pilotes, à quel moment il faut un troisième homme, voir si c'est compatible avec un niveau de sécurité adapté. Ce type d'expérimentation en vol est devenu incontournable dans le développement des procédures d'un avion comme l'A400M. Cette nouvelle génération d'appareils entièrement informatisés impose donc aux experts du CEAM de nouvelles façons de travailler. Colonel, je vous rejoins dans un endroit que vous connaissez plutôt bien, le cockpit de l'A400M. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors vous voyez, c'est une multitude d'écrans qui sont vraiment configurables en fonction de la mission. Et surtout, l'instrument de pilotage le plus important pour nous, c'est cette tête haute qui nous permet d'avoir concentré en un endroit focal l'ensemble des paramètres de vol, ce qui nous permet de piloter tout en regardant dehors. Si l'on parle des expérimentations, où en êtes-vous actuellement? Alors donc on a reçu l'avion depuis maintenant plus de 2 ans, en août 2013. Nous avons procédé de manière incrémentale. Nous avons commencé par vérifier l'ensemble des procédures au sol de l'avion, puisque vous imaginez qu'un avion de cette dimension impose d'adapter les procédures de soutien qu'on connaît aujourd'hui. Puis ensuite, on s'est intéressé au chargement du matériel à bord, puisque vraiment l'avantage de cet avion, c'est qu'il transporte plus de choses, plus volumineuses, en plus grande quantité. Donc on s'est assuré que l'ensemble des matériels existants dans les forces pouvaient être chargés à bord de l'avion. Et donc on a fait un travail de rédaction de fiches pour s'assurer qu'on puisse ensuite livrer ces chargements et que ce soit disponible aux forces. Ensuite, on a fait une série de missions diverses et variées. Je pense notamment aux missions temps-froid. On est allé au Canada, en Norvège, pour vérifier que les procédures fournies par le constructeur répondaient bien aux besoins de l'armée de l'air. On a également fait des missions en Bolivie, où on a eu l'opportunité de se poser sur un terrain qui était situé à plus de 4000 mètres d'altitude et qui ont permis en fait de voir que l'avion était adapté à tout cet environnement et donc permettre de donner une première capacité logistique aux forces. Ça fait déjà beaucoup, mais est-ce qu'il vous reste encore d'autres procédures à valider? Oui, en fait, on a tout un domaine à valider, c'est le domaine tactique de l'appareil. L'objectif, c'est de fournir aux forces 6 avions tactiques d'ici la fin 2016. Donc on a tout un panel d'expérimentations à mener, que ce soit en matière d'aérolargage,
en matière d'utilisation de pistes sommaires, en matière d'autoprotection, en matière d'utilisation de jumelles de vision nocturne. On a tout un panel de capacités à ouvrir et donc beaucoup de travail en perspective. Eh bien, merci pour toutes ces précisions et bon courage. Nous allons retourner à Mont-de-Marsan pour découvrir d'autres expérimentations et notamment une qui concerne une tablette tactile. Donc elle ressemble un peu à vos smartphones ou aux tablettes que vous avez chez vous, mais celle-ci peut embarquer à bord de Rafale. C'est l'OCAD, l'outil connecté d'aide à la décision. Tout de suite, plus d'explications. Le feu, au niveau de la dérive. Les écrans tactiles, l'armée de l'air connaissait déjà, notamment dans le cockpit du Rafale. Depuis 3 ans, le CEAM développe une tablette intuitive que les pilotes embarqueront avec eux à bord de l'avion. L'OCAD, c'est son nom, est un outil connecté d'aide à la décision. Conçu pour apporter des informations supplémentaires aux pilotes pendant la mission, il vient en complément du système de l'avion. Grâce à l'OCAD, on synthétise les infos sur un écran unique. Donc d'un seul coup d'œil, je sais où sont mes amis, je sais où sont les objectifs, je sais où sont les sites à ne pas frapper. J'ai ma situation tactique aérienne d'ensemble. Donc d'un seul coup d'œil, j'ai toutes les informations qu'il me faut pour réaliser ma mission. Cette tablette ne remplace donc pas le système d'armes de l'avion. Elle vient simplement le compléter en apportant des éléments de contexte à la mission. Même si la machine est très performante, et j'insiste, dans certains types de missions, nos équipages sont parfois confrontés à des difficultés parce que le besoin opérationnel évolue, parce que la menace est de plus en plus protéiforme. Et en conséquence, même si les programmes d'armement sont bien pensés, on peut se retrouver confronté parfois à des difficultés et à des petites lacunes du système face auxquelles il faut s'adapter. Et la grosse force de l'OCAD, c'est cette capacité à être paramétré et à s'adapter au contexte opérationnel. Exemple lors d'une mission d'appui. Au sol, des forces amies ont besoin que le pilote intervienne. Ils transmettent leur position qui s'affiche sur la tablette. Le pilote sélectionne son armement. Je vais avoir 2 cercles ici, un cercle rouge, un cercle jaune. En cas de frappe, on voit directement le cercle de létalité de la munition, on va dire, et des dommages qui pourraient être causés soit aux amis, soit aux civils. J'ai associé une munition à guidage laser et GPS. Si jamais j'utilise une munition sans guidage, on voit que les cercles grandissent puisque la munition sera moins précise. Entre-temps, les amis au sol ont changé de position. Voilà, on se rend compte qu'ici, les amis, ils ne sont pas dans le cercle rouge, mais ils sont quand même dans le cercle jaune. Je vais avoir une alerte ici qui me prévient en me disant « Attention, pour cette munition, ces amis-là sont facteurs. Il va falloir faire quelque chose. En l'état actuel des choses, je ne peux pas réaliser ma frappe tout de suite. » Toujours est-il, on a vu qu'ici, on a un armement qui n'est pas guidé. Si je rebascule sur ma bombe guidée GPS, à ce moment-là, mes cercles de létalité diminuent en rapport à la précision de la munition. Mes amis se trouvent en dehors du cercle de létalité et l'alerte a disparu. Donc je vais me baser sur ces informations pour proposer un armement mieux adapté. Si la tablette est un modèle grand public que l'on trouve partout dans le commerce, il a fallu créer de toutes pièces le logiciel utilisé par les pilotes. Le CEAM a donc fait appel aux experts du groupement aérien de l'informatique opérationnelle qui ont développé un logiciel d'appui aérien numérisé. C'est du développement pur, donc dans le langage Java, sous un environnement Android. Donc par exemple, le CM a voulu afficher les ennemis sur la carte, de pouvoir ajouter un point ennemi. Nous, on a développé donc un fond carto. Le fait de pouvoir, en cliquant dessus, afficher un menu permettant d'ajouter l'ennemi en question. Ces spécialistes en informatique se sont adaptés aux besoins des pilotes pour développer l'application. Le moindre élément d'interface graphique, par exemple, va pouvoir être modifié à la demande, que ce soit la taille des réticules, la couleur. Moi, je me base sur mon expérience pour développer l'interface et les fonctions. Maintenant, eux, ils ont de l'expérience en matière de développement sur d'autres systèmes d'information géographique. Et ils ont énormément de bon sens là-dessus. Et ils sauront surtout nous dire en avance de phase si, selon eux, on fait fausse route ou non. On connaît les différents acteurs, on sait ce dont ils ont besoin. Et on peut, à partir de là, être réactif et apporter une solution adaptée. En disposant d'une équipe capable de créer le logiciel, le CEAM devient donc hyper réactif. Et si à l'origine il s'agit bien d'un objet grand public, il a fallu créer un support adapté aux pilotes de combat. Les ateliers de l'escadron d'expérimentation et de soutien technique ont développé un support adapté aux contraintes aéronautiques.
Nous avions pour objectif de faire un système très léger. Donc nous avons utilisé une matière que l'on maîtrise parfaitement ici, c'est l'aluminium. C'est très léger, c'est facile à usiner, c'est du matériel aéronautique. Nous avons rajouté des renforts pour pouvoir permettre les fixations des brides de la tablette, ici en bas et au-dessus. Si je masque la tablette, toute cette zone-là était inutile, donc nous l'avons usiné pour avoir un gain de masse. Et ici, nous avons un passage de sangle. Pour qu'elle soit certifiée en vol, la tablette a été ensuite soumise à une batterie de test. Il faut s'assurer qu'elle résiste bien aux contraintes que l'on rencontre dans un avion de combat. Si par exemple le pilote actionne son siège, il faut être certain qu'elle ne le blesse pas lors de la phase d'éjection. Un souffle de près de 800 km/h est projeté violemment sur un mannequin. Les dommages sont ensuite analysés. Même chose pour la résistance aux flammes. Là encore, elle doit se comporter normalement et surtout ne pas exploser. Ensuite, le pilote valide en vol un ensemble de fonctions et apporte des recommandations pour d'éventuels ajustements. Moi, au travers de ce vol, je vais pouvoir valider l'ergonomie de ma tablette. Notamment, on va simuler des pannes avion, et voir si la tablette, au travers de la documentation qu'elle offre et de l'aide qu'elle représente, est-ce que cette tablette nous permet de gagner du temps, de gagner en sérénité et d'améliorer la sécurité des vols. Et l'un des apports de l'OCAD, c'est de concentrer une masse de documentation. Donc grâce à cette tablette, on gagne en ergonomie cabine, surtout, dans la mesure où, comme vous pouvez le constater, on n'a pas beaucoup de place, il y a beaucoup de commandes, et surtout, chaque bouton peut avoir une fonction vitale à un moment donné. Donc on n'a pas beaucoup de place pour ranger les choses. On a, sur le Mirage 2000 en tout cas, une petite boîte à cartes située sur ma gauche, donc qui permet de mettre 2-3 livrets, mais pas beaucoup plus de choses. Et si on regarde le reste de la cabine, c'est tout. Si on veut accéder quand même à la documentation dont on dispose d'abord, parce qu'on a quand même une documentation qu'on emportera de manière obligatoire, elle est située dans les poches de l'anti-G, et comme vous pouvez le voir, c'est pas toujours très pratique de pouvoir sortir de la documentation et de la consulter ensuite. Gain de temps dans les procédures, visibilité plus claire de la situation tactique, l'OCAD améliore sensiblement l'efficacité des pilotes en plein cœur de leur mission. Vous comprenez bien que dans un avion qui avance à 800 km/h, qu'on a besoin de parler à 3-4 intervenants différents, des fois de manière quasi simultanée, forcément la charge de travail est très élevée. Grâce aux outils d'aide à la décision, on va déjà avoir beaucoup d'infos présentées sur la tablette qui ne nécessiteront pas d'échanger avec d'autres acteurs, donc le travail s'en trouve forcément facilité. Cette expérimentation, débutée il y a 3 ans, est déjà une réalité, car l'OCAD est embarqué dans le cadre de certaines missions. Chaque jour, des améliorations font évoluer l'ensemble du système. La prochaine grande évolution prévoit d'intégrer la tablette au calculateur de l'avion, ce qui permettra d'échanger encore plus d'informations lors des missions d'appui au sol. L'une des menaces pour les avions de l'armée de l'air, ce sont les tirs de missiles. Pour maximiser les chances de tromper leur système de guidage, le CEAM teste régulièrement l'efficacité des leurs. Cette autre expérimentation a lieu en coopération avec des nations amies, en Allemagne. Mais pour gagner en efficacité, le vol est préparé ici au CEAM par les pilotes de l'escadron de chasse et d'expérimentation. Parce que les créneaux là-bas sont très courts, et donc il faut qu'on fasse dans un minimum de temps un maximum de passes. Donc pour faire ça, on s'entraîne en France. Le vol consiste à présenter l'avion au capteur des missiles et de mesurer leur comportement face aux leurs. Imaginez, on est en Allemagne, ça c'est le champ de tir. Ici, on a placé nos techniciens avec des capteurs infrarouges et qui vont observer l'avion qui passe. On va amener l'avion sur différentes présentations. Il va arriver au-dessus du champ de tir, éjecter ses leurres, qui seront observés par les capteurs au sol. Et tout l'intérêt de l'affaire, c'est de faire ça sur différents axes. On va faire des présentations secteur avant, des présentations par le travers, des présentations secteur arrière. Donc ça veut dire qu'il faut que les paramètres de vol soient extrêmement stables en termes de vitesse, d'altitude, de régime moteur. Qui dit régime moteur dit température. Si vous avez des variations dans tous ces paramètres, vous ne pouvez rien comparer. On voit ici la particularité du métier d'expérimentateur, puisque la finalité, c'est bien d'être capable d'amener son aéronef dans une configuration représentative d'une situation de combat, mais avec toute la précision requise pour que l'expérience soit pertinente. Le tracé du vol est ajusté en France. Il est ensuite enregistré pour être calqué sur la carte allemande. Donc là, on voit l'avion qui part de Mont-de-Marsan et qui se dirige vers la Delta 31.
Donc il arrive sur zone. Donc là, les zones, c'est les zones de l'Allemagne qu'on a tracées sur une carte en France et il commence à effectuer ses passes. Nous, notre travail, c'était de préparer donc cette situation tactique. Donc on a fait une frontière pour simuler l'Allemagne et les Pays-Bas. Et on a aussi fait une zone pour simuler le champ de tir de Meppel. Une fois les trajectoires optimisées et enregistrées, les pilotes les restitueront dans le ciel allemand. Au résultat, ce sont les ingénieurs de l'escadron de programmation et d'instruction de guerre électronique qui analysent les réactions des missiles face au système de l'orage. Donc suivant les secteurs, on peut avoir des séquences qui sont plus ou moins efficaces. Donc on détermine tous ces points, on fait une démarche statistique dans laquelle on regarde suivant les secteurs de présentation, on a plus ou moins d'efficacité et comment on va pouvoir obtenir encore un meilleur niveau d'autoprotection de notre avion. Qu'elle touche à la guerre électronique, aux procédures ou aux matériels embarqués, les expérimentations du CEAM sont toujours menées dans un souci d'économie et d'efficacité. Leur rôle est essentiel car elles permettent d'adapter les outils des forces aux opérations en cours et à venir. Grâce à elles, les forces de première ligne savent qu'elles partent au combat avec les meilleurs atouts. On se quitte devant l'avion qui incarne l'avenir du transport aérien militaire. Vous le voyez, la 400M Atlas, il est très impressionnant. 15 mètres de hauteur pour 42 mètres d'envergure. Pour l'instant, 7 appareils ont été livrés à l'armée de l'air sur une commande de 50 avions. Et puis bien sûr, les expérimentations se poursuivent. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Sous les cocardes.